Alors, bonjour à tous. Je tiens particulièrement à vous remercier d'être venus assez nombreux à cette conférence. Nous allons commencer. Le professeur Diarra est en retard, mais nous allons commencer. Lorsqu'il viendra, il pourra s'insérer sur la table ronde. Avant de commencer et de donner la parole au président de la table ronde et ensuite aux intervenants, je vais commencer par quelques remerciements. Donc des remerciements concernant les institutions, les associations et certains officiels qui ont permis justement la tenue de cette conférence. Alors, en ce qui concerne les institutions, nous tenons particulièrement à remercier l'Université de Rouen, alors la radio HTR, donc Eau-de Rouen, notamment l'émission Campus Mag qui est dirigé par M. Loïc Lévesque et aussi Télésud. En ce qui concerne les associations, nous avons pu bénéficier de l'aide de l'Association des étudiants maliens de Rouen, l'Association des étudiants guinéens de Rouen et surtout l'Association des Guinéens de Normandie, à travers son président Ali Terrien. Nous le remercions particulièrement puisqu'il a pu mobiliser beaucoup de personnes. Nous tenons aussi à remercier Made in Africa Normandie, à travers son président, M. Dominique Maheu, mais aussi le Mouvement européen de France, à travers son président, M. Bernard Deladerière. En ce qui concerne les officiels, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui parmi nous le consul de la République des Seychelles, donc M. Francis Herbé, qui est présent parmi nous. Nous le remercions d'être venu à cette conférence. Alors, la conférence d'aujourd'hui est co-organisée par Thinking Africa et l'association Adenir. Thinking Africa est un institut de recherche et d'enseignement sur la paix en Afrique, c'est-à-dire que c'est un think tank, un groupe de réflexion, pour parler plus en français plutôt, qui produit un savoir utile et prospectif sur l'Afrique. Notre but à Thinking Africa, c'est justement d'éclairer les décisions tant publiques que privées par la mise en place de stratégies. Donc Thinking Africa d'un côté et l'association Adenir. Adenir, c'est l'association des étudiants nigériens de Rouen. Nous tenons particulièrement à remercier son président, Abdrahman Mamoudou Garba. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Exploitation des ressources et évasion fiscale en Afrique, quel rôle de l'État face aux multinationales ?» Dans cet intitulé, il y a 5 termes importants. Évasion fiscale, exploitation des ressources, multinationales, État et Afrique. Je ne vais pas revenir sur les différentes définitions des termes, je le laisse aux conférenciers. Pourquoi c'est intitulé? Et pourquoi cette conférence? Alors, en 2015, Thinking Africa et l'association Adenir se sont penchés sur quelques rapports qui devraient vous intéresser tous. En 2015, l'ONU, par le biais de la Commission économique des Nations Unies et l'Union africaine, ont établi que, en ce qui concerne l'Afrique, vous avez 50 milliards de dollars US qui sortent chaque année illicitement de l'Afrique, alors que l'aide publique au développement n'est que de 29,5 milliards de dollars US. Et lorsque vous prenez le cas des États de la CEDEAO, par exemple, on a établi qu'entre 2002 et 2011, il y a eu 210 milliards de dollars US qui ont de fraude fiscale par le biais des multinationales. C'est assez important puisque dans la même période, vous avez eu justement une aide publique au développement de 12 milliards de dollars US. Donc, on est parti sur un constat simple qui était que l'Afrique est beaucoup aidée, on dit qu'on aide beaucoup l'Afrique, mais on oublie de dire qu'il y a beaucoup de flux financiers illicites qui sortent de l'Afrique. Donc, vous avez plus d'argent qui sort de l'Afrique qu'il n'en rentre. Donc, c'est assez important. Et justement, ce sont ces chiffres-là qui nous ont poussé justement à établir une réflexion sur cette thématique. La lutte contre l'évasion fiscale, pour refermer la parenthèse, et l'investissement de cet argent dans des services publics gratuits
permettrait justement de combattre les inégalités et justement de favoriser la paix. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique, mais ce n'est pas un problème typiquement africain. La Commission de l'Union européenne, par exemple, a établi qu'en 2013, dans la zone Union européenne, il y a 1000 milliards d'euros qui sortent illicitement justement de la zone Union européenne. La France, ce sont les chiffres du ministère de l'économie, dit qu'il y a 50 à 60 milliards d'euros qui sortent chaque année illicitement de la France. Donc c'est un problème assez global. Et d'ailleurs, vous avez eu le G7 qui s'est penché sur ces questions. Je ne vais pas rentrer dans les différentes cases des intervenants. Alors, on a eu la chance et l'honneur pour cette conférence d'avoir des participants de qualité et de haut niveau. Nous avons tout à notre droite Christophe Vado. Donc Christophe Vado est avocat au barreau de Paris et c'est un fin connaisseur de l'Afrique et un spécialiste du droit minier. Nous avons aussi le docteur Hervé Lado, qui est à ma gauche, est docteur en économie. Il est consultant et chercheur et il a soutenu une thèse sur la responsabilité sociale des multinationales justement dans le delta du Niger. Donc le docteur Hervé Lado enseigne à l'ESSEC, l'école supérieure des sciences économiques et commerciales à Paris. Et enfin, nous avons le professeur Diarra qui nous rejoint. Professeur Diarra est professeur en droit public à l'université de Rouen. Il est spécialiste des finances publiques et spécialiste du droit de la décentralisation. Cette conférence d'aujourd'hui sera présidée par Mamoudou Bari. Mamoudou Bari qui est un spécialiste des mines et qui enseigne aussi à l'université de Rouen. Il est doctorant et sa thèse porte sur la politique fiscale et douanière en matière d'investissement étranger dans le secteur minier en Afrique francophone et c'est un fin connaisseur de ces questions. Donc je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole au président de table, M. Mamoudou Bari. Je vous remercie. Merci. Merci Adam. Je tiens à te réitérer mes amitiés au nom de Thinking Africa pour l'honneur que tu me fais en m'invitant à présider cette conférence. Pour moi, c'est plus qu'un honneur, challenge s'en est un. D'autant plus que le statut et la qualité des conférenciers pèsent extrêmement lourd sur les épaules si minuscules d'un doctorant que je suis. Je mesure la portée, et j'en suis profondément conscient pour ce défi. Ceci étant, je l'ai accepté volontiers et surtout solidaire de tes initiatives salutaires. Solidaire, oui, Adam, je te comprends. C'est dans la solidarité qu'il y a la solidité et non pas dans la solitude, comme disait Michel Onfray. Notre thème de conférence, exploitation des ressources naturelles et évasion fiscale en Afrique, quel rôle de l'État face aux multinationales? Oh, quel choix, quels enjeux? Dans le cadre de ces mots d'introduction, je me limiterai au juste dans l'espoir d'en donner le nécessaire, donc à la définition des notions clés du thème, à savoir exploitation, ressources naturelles, évasion fiscale et notions voisines, mais aussi le vocable multinational. Dans le contexte des ressources naturelles, le terme exploitation signifie l'ensemble des travaux par lesquels on extrait des substances naturelles pour en disposer à des fins utilitaires ou commerciales. Pour l'expression ressources naturelles, c'est l'ensemble des stocks de matières présentes dans le milieu naturel qui sont à la fois rares et économiquement utiles pour la production ou la consommation, soit à l'état brut, soit après un minimum de transformation. C'est le cas de l'uranium, la bauxite, le cobalt, le diamant, l'or, le pétrole, et j'en passe. Quant à l'évasion fiscale, c'est le fait d'échapper totalement ou partiellement à l'impôt en utilisant des procédés ou des montages
licite. Quand le procédé devient illicite, on tombe alors dans l'abus de droit qui est l'excès d'habileté fiscale par des simulations ou fraude à la loi. Ah, ça, c'est le péché des surdoués de la fiscalité, pour citer le professeur Maurice Cosian. Pour eux, si payer l'impôt est une honorable obligation, vouloir payer plus est une sainteté ou héroïsme méconnaissable dans l'entreprise où il faut optimiser. D'ailleurs, ce péché est capable de mener alors à la fraude fiscale qui, quant à elle, c'est lorsque le contribuable viole de façon délibérée et éhontée les prescriptions de la loi fiscale. Bref, l'évasion fiscale peut prendre une envergure dévastatrice si l'auteur est un acteur majeur de l'économie d'un État. C'est justement le cas des multinationales. Mais c'est quoi une multinationale? Notion plus économique que juridique, selon le lexique financier Net Investment, une multinationale ou transnationale est une entreprise implantée dans plusieurs pays par le biais de filiales dont elle détient tout ou partie du capital. Évidemment, dans l'exploitation des ressources naturelles par les multinationales en Afrique, évasion fiscale, s'il y en a une, quel est alors le rôle de l'État face à ces multinationales? C'est justement dans ce cadre que Maître Christophe Vadou, à ma droite, interviendra en première position sur le volet les retombées économiques et sociales du secteur minier en Afrique et les outils juridiques pour encadrer le secteur. Au secondo, Monsieur le professeur Elou Diarra, juste à ma gauche, nous analysera le thème sur le volet multinational, exploitation minière et évasion fiscale. Bien évidemment, tout cela sera complété par Dr Hervé Lado sur le volet multinationale pétrolière et contribution au développement durable au Nigeria. Bien sûr, c'est après tout cela que viendra l'occasion, enfin, de vous donner la parole pour ouvrir le débat que je souhaite très instructif. Je nous souhaite bonne conférence. Maître Christophe Vadou, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Alors, moi, je vais vous parler de l'exploitation des ressources minières en Afrique. Et je me suis fixé comme objectif d'abord de vous présenter le secteur des ressources minières en Afrique, un secteur assez méconnu, assez opaque, et ensuite de vous parler des outils juridiques à la disposition des États pour encadrer et contrôler ce secteur particulier. J'ai beaucoup de choses à vous dire. D'abord, je vais vous faire une présentation un peu historique, assez rapide, sur ce qu'on a appelé le super cycle des matières premières. Un cycle qui a duré de 2002 à 2012, qui a été motivé par des facteurs de croissance d'États grands consommateurs de matières premières, que ce soit donc des nouveaux grands pays émergents type la Chine, le Brésil, la Turquie, la Russie, et le maintien d'une croissance très soutenue dans les pays de l'OCDE plus traditionnels. Cette consommation accrue des matières premières, elle touche à peu près tous les secteurs, que ce soit dans la technologie, l'industrie lourde, les infrastructures, et puis je pense que vous avez tous ici des smartphones bourrés de minerais qu'on appelle les terres rares, mais vous en retrouvez absolument partout. Les minerais gouvernent notre vie. Les conséquences de cette demande accrue, une explosion des cours des matières premières, un renforcement des groupes miniers traditionnels, donc peu de groupes français présents sur ce secteur. Vous connaissez tous Areva, mais le secteur de l'uranium est un secteur assez particulier, avec des enjeux étatiques très puissants. Non, les groupes miniers traditionnels, c'est plutôt des groupes australiens ou canadiens, type Rio Tinto, BHP. Vale est une société brésilienne, spécialiste de l'extraction du fer, et AngloGold Ashanti, une multinationale sud-africaine spécialisée dans l'extraction aurifère, dans l'or. L'augmentation exponentielle des prix a attiré de nouveaux acteurs
type Glencore. Glencore, c'est un peu particulier, c'était un trader de ressources, de matières premières et de ressources naturelles, qui a décidé d'intégrer le marché minier et de racheter une entreprise qui s'appelait Xstrata, qui, elle, possédait des mines. Donc c'est un des rares cas d'un trader qui possède des actifs physiques d'extraction minière. Donc il contrôle la chaîne de l'extraction jusqu'à la vente du minerai. Et puis vous avez ce qu'on appelle des acteurs low cost, type Randgold. Randgold, c'est une multinationale qui est spécialisée dans l'extraction aurifère et qui a des techniques assez agressives et qui pratique allègrement l'évasion fiscale. Donc, pendant ces 10 années, qu'est-ce qui s'est passé? Des investissements massifs, des opérateurs traditionnels, mais aussi des financiers. Et vous avez des fonds d'investissement qui ont été attirés pour investir massivement dans les ressources naturelles et capter une part de l'augmentation des prix, une part du gâteau. La conséquence de ces investissements massifs, c'est le lancement de très nombreux projets partout sur la planète, et pas seulement en Afrique, mais également en Australie, en Amérique du Sud. Un graphique est souvent plus parlant que des mots, et on constate l'évolution, donc c'est le Commodity Market Index du FMI sur 20 ans, et on mesure très bien qu'à partir du début des années 2000, l'explosion des cours est absolument frappante, jusqu'à la crise de 2008, la crise financière et la chute de Lehman Brothers en 2008, en septembre 2008, où les cours ont fondu comme l'essentiel des actifs financiers, puis une remontée poussée par la croissance chinoise jusqu'à une chute très récente depuis 2014, où on estime que le super cycle des matières premières est terminé, que la bulle financière a explosé, et on se retrouve dans une consolidation et une restructuration du secteur. Quelle est la place de l'Afrique dans ce super cycle? L'Afrique a des atouts, indéniablement, des territoires très riches en minerais, une main-d'œuvre très bon marché, de nombreux territoires encore inexploités. On a du mal encore à chiffrer le potentiel minier en Afrique, et des régimes juridiques très favorables aux investisseurs. Les faiblesses, parce que l'Afrique en a aussi, une instabilité politique chronique et de nombreuses zones de conflit, souvent alimentées par l'exploitation minière, mais pas que, mais ça fait partie des causes d'instabilité. Un manque d'infrastructures, peut-être un des facteurs les plus pénalisants pour le continent. Manque d'infrastructures énergétiques et manque d'infrastructures de transport, routes, aéroports et ferroviaires. Et puis, j'y reviendrai, mais un manque de personnel local qualifié et surtout d'industrie locale de transformation. Donc l'un des objectifs pour les prochaines années est de développer une industrie locale et de gagner en valeur ajoutée. Les paradoxes africains et la malédiction des ressources naturelles. 10 ans de super cycle des matières premières. Est-ce que l'Afrique a réussi à capter une partie des revenus de ce super cycle? Eh bien, la réponse est mitigée. Alors effectivement, vous avez de nombreux gisements qui ont été lancés sur le continent, mais vous avez aussi une stratégie de gel des gisements par les grands groupes. Il y a du potentiel en Afrique, mais il est peut-être encore trop tôt pour l'exploiter. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des gisements en Australie ou en Amérique du Sud qui sont plus rentables, plus faciles à exploiter, avec des infrastructures plus développées. Donc la stratégie qui a été mise en place par certains grands groupes miniers, ça a été d'obtenir des permis d'exploitation, de geler les territoires, et de se ménager une forme de ressources et de réserves de minerais, mais sans la volonté d'exploiter. Et c'est aux États d'imposer un début d'exploitation si les délais ne sont pas respectés. L'une des conséquences aussi qu'on a observées, c'est que le développement de l'exploitation minière n'a pas eu un effet d'entraînement sur l'économie, peu ou pas de développement d'une industrie locale de transformation. Les avantages juridiques en contrepartie des permis sont souvent exorbitants du droit commun, et il y a vraiment un effort d'harmonisation et de rééquilibrage des relations entre les multinationales et les États. Et puis, effectivement, on a aussi vu beaucoup d'opérations financières, puisque beaucoup de fonds d'investissement ont investi dans ces matières premières, et de plus-values réalisées sur du très court terme, et les États n'ont pas été capables de capter une partie de ces plus-values. Donc il y a une forme de spoliation de la richesse du continent qui a été effectuée pendant ces 10 années. Je reviendrai sur le terme d'industrie dite capitalistique. Je pense que c'est très important aussi à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur l'exploitation minière en Afrique.
Oui, il y a des richesses en Afrique, oui, l'exploitation minière est un vrai axe de développement, mais je pense qu'on en reviendra avec le professeur Hervé Lado, monsieur Hervé Lado, sur les différences avec le secteur pétrolier. L'exploitation minière n'est absolument pas comparable à l'exploitation pétrolière et les comparaisons avec des États comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela, ou le Qatar ou l'Angola ne sont absolument pas applicables. L'exploitation minière rapporte beaucoup moins d'argent que l'exploitation pétrolière. J'y reviendrai. On est aujourd'hui en pleine restructuration du secteur. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la bulle avait explosé. Quels sont les facteurs conjoncturels qui expliquent la chute des cours depuis 2 ans? Une baisse de la demande. D'abord des pays traditionnels, l'OCDE, où la croissance est très faible, et puis la sortie de la Chine de cette hyper-croissance qu'elle a connue pendant 10 ans. Aucun pays émergent n'est venu prendre le relais de la Chine aujourd'hui, et des pays comme l'Inde ou le Mexique, qui sont des pays très intéressants en termes de croissance, nous n'atteindrons jamais les taux chinois de croissance qui tournaient autour de 13-14%. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 6-7%. Et donc, ces pays-là n'ont pas la surface pour consommer, les minerais produits. La conséquence de la baisse des cours, elles sont multiples. Les sites deviennent moins rentables. Cash cost et les coûts de production, ils tombent en dessous des cours de vente des minerais. Donc vous produisez un minerai et à un taux beaucoup plus élevé que le prix auquel vous allez pouvoir le vendre. Donc ça, c'est un problème de rentabilité économique très facile à comprendre. Les États africains ont basé leur budget, pour beaucoup, sur cette exploitation minière. Donc avec la chute des cours, il y a beaucoup moins de rentrées fiscales et vous vous retrouvez dans des situations très tendues où les projections de budget doivent être révisées à la baisse. J'en ai déjà parlé, mais les mines en Afrique sont beaucoup plus chères et beaucoup plus difficiles à exploiter. Donc vous avez beaucoup de mines qui ont été mises en stand-by, ce qu'on appelle en care and maintenance, donc en sommeil, et en attendant une remise en exploitation lorsque les cours auront remonté. L'idée étant aussi de raréfier la ressource pour faire remonter les cours. On est sur un effet classique d'offre et de demande, donc c'est un effet direct. Gel des investissements, ça c'est classique aussi. Des financements beaucoup plus difficiles à obtenir. C'est une industrie très consommatrice de financement et les financiers qui étaient prêts à injecter beaucoup de liquidités ont fermé un peu la vanne ces dernières années, et donc une restructuration des acteurs et un redimensionnement des exploitations. Les facteurs nouveaux qui sont à prendre en compte, les facteurs très récents, des impacts financiers pour les nouvelles normes environnementales et sociales, on y reviendra, mais c'est ce qu'on appelle les codes miniers de 4e génération. Une baisse durable des cours du pétrole, donc ça c'est plutôt un facteur positif puisque l'exploitation coûte moins cher. Et l'énergie à produire aussi. Et un véritable développement accéléré des infrastructures en Afrique qui là aussi va plutôt dans le bon sens pour faire baisser les coûts de production. Donc les enjeux pour les prochaines années, c'est ce développement des infrastructures de transport et d'énergie, la création de cette industrie locale de transformation, intégrer de la transparence, on y reviendra aussi, mais il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place ces 2-3 dernières années pour favoriser la transparence dans ce secteur-là. Favoriser la contribution au développement économique des pays, diversification de l'économie, diversification des minerais produits, et puis avoir une vision à long terme sur la période post-production. On est sur des ressources qui sont limitées dans le temps, donc arrivera un moment où il va falloir développer d'autres secteurs de l'économie pour continuer à avoir de la croissance. Et puis un des enjeux majeurs, c'est la formation des acteurs locaux qui vont prendre le relais des grandes multinationales et qui vont pouvoir porter aussi un discours différent axé vers du développement local. C'est autant dans les grandes multinationales que dans les administrations, dans les agents de la fiscalité par exemple, ou dans les ministères des Mines. Que devraient faire les gouvernements? Comment ils doivent réfléchir? Favoriser une logique de filière, utiliser le savoir-faire des grands groupes miniers pour faire redescendre ces transferts de technologie vers des sous-traitants et vers une industrie, on va dire, périphérique à l'exploitation. Créer donc ce tissu d'entreprise nationale. Moderniser l'appareil de production, ça c'est surtout pour la République démocratique du Congo, qui est un pays minier traditionnel, mais dont les infrastructures minières sont assez vétustes. Donc profiter de cette période de cours pour investir massivement, c'est un peu contradictoire, mais pourtant c'est une des solutions qu'il faut mettre en place pour, au moment où les cours remonteront, pouvoir produire le plus faiblement possible. Et puis l'amélioration de la gouvernance. Toujours un enjeu très important. Alors,
Pour bien comprendre comment fonctionne un projet minier, nous on fait de la structuration de projets miniers, donc on accompagne des multinationales dans leur développement de projets miniers. Voilà comment ça se présente. Vous avez une phase d'exploration sur laquelle il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez faire de la prospection sur place, vous envoyez des ingénieurs et des techniciens. Si vous sentez un potentiel, vous faites une demande de permis de recherche. Donc c'est un niveau un peu plus précis d'exploration. Pour cela, vous devez commencer à payer des impôts. Donc il faut déjà avoir une micro-certitude sur le fait que vous allez trouver un gisement. Les permis de recherche peuvent être très étendus, plusieurs centaines de kilomètres carrés, voire plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et puis, lorsque vous êtes convaincu du potentiel, vous réalisez une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité coûte assez cher, plusieurs millions d'euros. Donc, quand vous arrivez à ce stade-là, pour certaines sociétés, il faut déjà aller chercher des financements, donc justifier la présence de minerais avec une rentabilité économique derrière. Une fois que tout ça a été fait, que les financements ont été obtenus, vous rentrez dans la phase d'exploitation. Donc, vous demandez un permis d'exploitation que l'État va vous accorder. Avec ce permis, vous avez l'obligation de créer une société locale. Donc là, on intervient aussi pour choisir la meilleure forme sociale possible pour le projet, avec de la flexibilité. Et puis, cette société locale a l'obligation d'octroyer des actions à l'État, une participation, qui oscille entre 10 et 15%. Donc l'État devient actionnaire des projets, un acteur à part entière des projets miniers, ce qui va lui permettre de recevoir des dividendes. J'y reviendrai tout à l'heure. La construction de la mine et des infrastructures, et ensuite l'exploitation. Vous voyez que c'est un temps qui est très long. Là, on est sur plusieurs dizaines d'années avant de rentrer dans un projet d'exploitation viable et qui arrive à 100% de ses capacités. Donc il faut bien mesurer, parce que je pense que c'est une des caractéristiques très importantes du droit minier et des projets miniers, c'est cette vision à long terme et le temps que ça demande et l'énergie que ça demande et les investissements que ça demande avant de rentrer en phase d'exploitation à vitesse de croisière. Donc pendant des années, vous n'avez pas de revenus et vous faites des investissements sans contrepartie. Donc ceci peut expliquer aussi parfois les avantages qui sont octroyés aux multinationales, parce qu'il y a une prise de risque qui est très importante. La phase de fermeture de la mine, là, c'est des sujets qui sont assez récents, parce que vous avez beaucoup de mines qui sont en production depuis 20 ou 30 ans en Afrique et qui arrivent à expiration, et donc on va rentrer dans des obligations de réhabilitation et de préservation de l'environnement. Donc ça, c'est des problématiques qui sont très actuelles et qui vont de plus en plus se développer. Financement des projets, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à obtenir en ce moment, mais voilà, financement bancaire, vous pouvez vous allier avec des grandes sociétés qui ont besoin de minerais, type ArcelorMittal est un grand producteur d'acier, besoin de minerais de fer, donc il peut investir dans des projets miniers. Ou vous pouvez réaliser des introductions en bourse, qui vous permet de lever des fonds sur les marchés. Alors, on va rentrer dans les outils juridiques. Je vais essayer d'être le moins technique possible, mais c'est très important. Quels sont les textes qui encadrent les activités minières en Afrique? Vous avez évidemment les constitutions des États dans lesquels vous investissez, et puis les traités internationaux qui visent à introduire de la transparence et à éviter certaines mauvaises pratiques. D'autres types de textes internationaux qui ont une application en Afrique, c'est les textes de lutte contre la corruption qui ont été pris, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou dans l'Union européenne. Ces textes ont parfois une applicabilité extraterritoriale. C'est-à-dire que même si vous avez des activités en Guinée, par exemple, vous pouvez être soumis au droit américain si vous faites des transactions en dollars, ce qui est arrivé à un exemple assez connu à la BNP Paribas en Iran, qui a été condamné à une amende très importante, ou si vous possédez une filiale ou un siège social à la bourse de New York ou à la bourse de Londres. Donc les multinationales font très attention aujourd'hui, puisqu'elles savent qu'elles sont soumises à ces textes, et les textes ont été grandement durcis ces 10 dernières années. Les condamnations se multiplient et donc vous avez ce qu'on appelle un vrai effort de compliance. Ces compagnies payent des cabinets d'audit pour mettre pour contrôler que les process qui ont été mis en place respectent ces nouvelles normes de lutte contre la corruption et de transparence. Les textes législatifs et réglementaires des États, vous avez les codes miniers, les décrets d'application, les arrêtés ministériels, et puis dans les titres miniers, permis de recherche et d'exploitation, concessions minières. Et pour encadrer tout ça, un contrat, c'est une convention minière qui va venir préciser les obligations de l'opérateur et lui donner des droits. Et donc c'est souvent l'instrument qui est le plus critiqué, puisque c'est dans ces textes-là, dans ces contrats, que nous on a parfois la charge de négocier, que les multinationales intègrent des avantages exorbitants et viennent s'affranchir des obligations des codes miniers, des clauses de stabilité, des régimes fiscaux complètement dérogatoires au droit commun,
et une protection disproportionnée. Donc cette négociation de la convention minière, elle est très importante et c'est l'enjeu principal. Pourquoi? Parce que cette convention va avoir une durée de vie de 30 ou 40 ans. Ça va être un peu le marbre de votre projet. Et donc l'État doit faire très attention lorsqu'il signe ce document et lorsqu'il le négocie. Ne pas introduire de dispositions trop dérogatoires au code minier, équilibrer les droits et les obligations, ça c'est un peu évident. Introduire des mécanismes de flexibilité parce qu'on voit que les cours sont quand même très volatiles. Et donc sur un instrument qui va être utilisé pendant 30 ans, il faut avoir de la flexibilité, c'est très important. Permettre à l'État de renforcer ses mécanismes de contrôle. Et effectivement, l'État bénéficie d'outils qu'il faut qu'il apprenne à maîtriser, qu'il apprenne à utiliser pour renforcer sa position, obtenir des informations et exercer son droit de contrôle. Et puis, prendre en compte certaines spécificités, ça c'est un peu technique, mais vous avez des minerais qui sont complètement différents, des teneurs en minerais qui sont différents, donc des sites qui sont beaucoup plus rentables que d'autres, et puis la prise en compte de construction d'infrastructures. L'État, il a plusieurs rôles dans un projet minier. Ça aussi, c'est très important à comprendre, parce que parfois, ces rôles peuvent créer des conflits d'intérêts. L'État est régulateur quand il écrit son code minier ou quand il octroie des titres. L'État est collecteur, évidemment, quand il applique sa fiscalité et qu'il vient collecter l'impôt sur les sociétés ou les redevances minières. Mais l'État est actionnaire aussi de la société. Donc l'équilibre à trouver entre ces trois rôles est parfois très difficile, puisque quand vous êtes actionnaire de votre société, quel est l'intérêt? Payer le moins d'impôts possible. Sauf que quand vous êtes aussi celui qui collecte, il faut trouver un équilibre. Donc entre la viabilité économique, la rentabilité d'un projet, donc des notions très financières, très économiques, et votre rôle d'État collecteur ou d'État protecteur des populations, il y a un équilibre qui est très difficile. Et entre les différents acteurs, vous avez des gens qui vont être nommés au conseil d'administration des États, des sociétés minières, pardon, pour le compte des États. Et puis vous avez les fonctionnaires des administrations fiscales ou des ministères des Mines. Et ces gens-là travaillent pour la même structure, mais ont des intérêts qui sont complètement différents. Donc il faut les faire travailler ensemble, il faut qu'il y ait de la transmission d'informations, il faut développer tous ces mécanismes-là pour que l'État soit un acteur hyper efficace. Donc comme je vous l'ai dit, 10-15% de participation pour l'État. Donc, l'État, quand il est actionnaire, il va négocier cette convention minière, l'utiliser comme un pacte d'actionnaires pour ceux qui connaissent un peu le droit des sociétés. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que nous on essaye d'expliquer aux États quand on négocie ces conventions, c'est qu'ils sont en position de force quand ils octroient un permis. Effectivement, si la société demande un permis, c'est qu'elle est convaincue de la rentabilité économique du projet. Donc c'est à ce moment-là que l'État a une marge de manœuvre beaucoup plus forte et qu'il doit imposer ses droits et ses obligations. Donc en droit des sociétés, vous avez tout un tas de mécanismes pour imposer des droits accrus à l'État en tant qu'actionnaire, en tant qu'administrateur et en utilisant les commissaires aux comptes. Donc un droit d'accès privilégié aux informations, des droits de contrôle très divers, le droit de convocation des AG, et puis on intègre le plus possible des droits de veto, par exemple sur certaines décisions stratégiques, comme la mise en maintenance d'une mine ou la mise en arrêt d'une mine. Bah, effectivement, l'État, s'il est en position de force, il peut négocier un droit de veto sur ce type de décision. Donc l'État actionnaire, il bénéficie d'outils juridiques sophistiqués, et il doit apprendre à les utiliser, apprendre à les négocier et ne pas hésiter à les utiliser. Le recours au commissaire aux comptes, c'est un peu technique, on pourra y revenir plus tard, mais c'est un outil aussi très puissant, surtout sur les transferts de prix et les conventions réglementées. Voilà, je vais passer sur les cessions minières parce que j'ai déjà beaucoup parlé et que c'est aussi technique, je pense qu'on pourra y revenir aussi plus tard. Sur les retombées économiques et sociales du secteur minier en Afrique, évidemment, les projets contribuent au développement local des zones, donc la périphérie des mines et les villages qui sont tout autour. Les codes miniers de 4e génération imposent des obligations de formation des acteurs locaux. Donc il y a énormément d'actions qui sont mises en place et de contrôles qui sont faits. Vous avez une montée en qualité du personnel local, qu'on soit technicien, cadre dirigeant, on a une vraie montée en qualité. Et puis la construction d'infrastructures qui sont de plus en plus importantes et qui facilitent grandement l'utilisation des sites et l'exportation du minerai. Voilà, la responsabilité sociale des entreprises, c'est aussi un enjeu majeur de ces 3-4 dernières années. J'y reviendrai aussi sûrement dans le débat parce que je pense que c'est des sujets qui vous intéressent énormément. Mais on a beaucoup de mise en place de programmes de protection, le recours obligatoire aux sous-traitants locaux. Voilà, l'idée c'est d'avoir un effet d'entraînement sur le territoire périphérique de la mine.
Voilà, l'effet d'entraînement, il est total. Les travailleurs sont très bien payés sur les sites miniers, donc vous avez un afflux de capitaux très important. Et l'utilisation des sous-traitants locaux aussi crée de l'activité et du dynamisme économique. J'en arrive à ma conclusion. Les outils au service de la flexibilité, des outils techniques, mais lutter contre certaines pratiques de corruption avec ce qu'on appelle les clauses d'earn-out. C'est des clauses qui vous permettent de gagner de l'argent sur du plus long terme. Donc j'y reviendrai aussi sûrement plus tard. Un régime fiscal évolutif, renforcement des rôles de l'État, tout ça c'est des choses que je vous ai déjà expliquées. On assiste à un retour aux fondamentaux de l'industrie minière. Évidemment, la chute des cours favorise une sélection beaucoup plus drastique des projets et l'afflux des financements s'est grandement tari. Donc effectivement, pour l'Afrique, c'est un peu compliqué en ce moment et c'est une période qu'il va falloir mettre à profit pour assainir le secteur et faire des grandes réformes. Et puis, toujours rentrer dans cette logique à très long terme. Voilà, le reste, j'en ai déjà parlé, une lutte accrue contre la corruption. Je vous remercie. Merci. Yeah, yeah. Yeah, yeah.